Chance d'avoir des gens de l'affinerie CCR qui ont une belle expérience à nous partager. Ici, vous allez avoir la chance de rencontrer deux personnes, une personne de maintenance et une personne de production. Monsieur Yves Baudry, technologue en mécanique, ceinture noire 6 Sigma. Yves a débuté sa carrière en 81 à l'affinerie montréalaise. Il a eu des expériences à l'extérieur dans la même industrie, mais il a vu d'autres choses dans d'autres pays. Il a occupé des postes de planificateur, coordonnateur de projet, construction, planificateur en chef, informatisation de la maintenance et de l'approvisionnement, agent Six Sigma pour l'implantation des meilleures pratiques. Dans plusieurs sites de la corporation, aujourd'hui, il occupe le poste de chef entretien et fiabilité chez CCR Montréal-Est. Monsieur Pelletier, petit monsieur, un jeune de production, mais je suis très content d'avoir des jeunes qui veulent montrer leur expérience. Monsieur Pelletier, Simon a une formation en génie des matériaux, métallurgie à l'Université Laval. Il a également complété une formation 6 Sigma Black Belt et a travaillé dans le domaine minier et métallurgie comme superviseur de la production dans plusieurs industries. Et aussi chef de production. Présentement, il est chez CCR en tant que chef de production. Bonne main pour messieurs. Oui, bien, bonjour tout le monde. On vient vous présenter notre histoire, qui est quand même, ça fait plusieurs années que je travaille en fiabilité. Puis, partenariat opération-maintenance, avec les cycles de gestion qui changent, bien, on a refait un exercice. Et ce que je présente aujourd'hui, c'est quand même le tout début, parce qu'on vient de... Ça fait un bout de temps que ça se tramait, puis on travaillait à préparer les choses. Mais là, on est en plein début d'implantation depuis quelques semaines. Donc, ce que je parle, la présentation de CCR, dans quel genre d'usine on parle ici, comme la prise de conscience du problème, comment on a fait avancer toute notre gestion là-dedans, à embarquer ou à se remettre en question et à travailler là-dedans. Les étapes préliminaires, qu'est-ce qu'il faut faire avant pour assurer le succès, les étapes d'implantation et de formation, et les premiers signes d'amélioration, parce que juste fait comme quelques semaines qu'on implante, qu'on réimplante ou qu'on a fait le changement comme tel. Bon. Donc, l'affinerie CCR sur l'île de Montréal, dans l'est de la ville de Montréal, plus d'1 million de pieds carrés. C'est une grande bâtisse, là, tout près des citoyens, du fleuve, etc., là, et des parcs. Donc, fondée en 1931 par Noranda à Montréal-Est. C'est une exploitation métallurgique de cuivre là, et de métaux précieux, qui est un chef de file d'industrie, puis qui est finalement la phase finale de la transformation avant sa mise en marché, avant la transformation en produit comme tel. 550 employés syndiqués et sous-traitants. On a une capacité de 370 000 tonnes métriques de cuivre par année. On opère actuellement à 320, ce qui est à peu près la consommation du cuivre dans l'est de l'Amérique comme tel. 1 million d'onces d'or, de l'argent, platine, palladium, sélénium, sulfate de cuivre. La particularité de CCR, c'est qu'on affine les sous-produits. On peut recevoir des concentrés extrêmement complexes et produire les sous-produits. CCR s'est distingué par sa croissance remarquable. C'est pas évident de garder une affinerie de cuivre loin des mines sur l'île de Montréal. C'est pas évident, mais la productivité et le rendement a été sur notre focus depuis très, très longtemps. Puis, naturellement, vous comprendrez, le développement durable est au cœur de nos préoccupations au niveau santé et sécurité. Par million d'heures travaillées, on a une fréquence en bas de 1. Donc, c'est quoi nos procédés? C'est des anodes de cuivre, qui est notre matière première, qui est de 3 sources principales de compagnies sœurs, le Rouyn-Noranda, Ontario et le Chili. Le cuivre arrive à 98 % pur et est mis dans c'est un procédé d'électrolyse d'acide sulfurique, des cuves 1800 cuves à 23-24 000 ampères.
sur un cycle de 21 jours. Le produit comme tel, c'est du cuivre à 99,99. C'est une cathode, donc c'est un genre de portefeuille de cuivre qui est notre produit principal. Et naturellement, les métaux précieux en lingots, quels qu'ils soient. On fait la refonte, naturellement, des fournaises, des fours. On fait la refonte des rebuts anodiques. Naturellement, avec la valeur des métaux, rien ne se perd. Donc, on fait ça aussi à l'interne. Grosso modo, c'est le procédé chez nous. Organisation de la maintenance. On a un type de maintenance centralisé, décentralisé, donc 3 grands secteurs de l'usine, des 81 employés de métier, environ 40 000 commandes de travail pour donner un ordre de grandeur, contremaître, planificateur et coordonnateur de production, agent de liaison, là, ça dépend comment vous le nommez, mais nous, on l'appelle coordonnateur chez nous, par secteur, par grand secteur de production. On a aussi, depuis une 12e, 13e année, 6 fiabilistes, dont 4 employés de métier. On avait choisi cette avenue-là pour, main-d'œuvre vieillissante, embauche, au lieu de... Puis on a, avec toutes les améliorations qu'on a faites, il y avait des réductions possibles de personnel. Fait qu'on a mis en fiabilité des employés horaires et ça a un excellent succès chez nous. Des hommes de métier qui font de la fiabilité puis qui forment les autres, c'est tout un succès chez nous. Quand même encadré par deux ingénieurs pour les techniques plus avancées, naturellement. 12 000 équipements. Processus de maintenance et de fiabilité détaillé. Ça fait longtemps qu'ils sont décrits, nos processus. On a eu plusieurs phases d'amélioration. Puis, comme partout ailleurs, c'est jamais complètement terminé. Prise de conscience du problème. Je fais quand même, dans l'introduction, ça fait quand même plusieurs années que je suis à CCR, même si je suis travaillé quelques années à l'extérieur, mais on avait des objectifs de performance différents. Directeur de production, directeur de maintenance. La communication était déficiente entre la production et la maintenance. Je veux produire des tonnes, oui, mais c'est ça, mais il faut que je t'arrête, puis etc. Fait que c'était vraiment difficile, puis comme on le disait, comme c'était dit plus tôt, c'est la production qui a l'équipement. S'il ne l'arrête pas, ça va moins bien. Puis on travaillait en silo de production puis, et de maintenance. Il y avait du chamaillage, puis c'était pas nécessairement le fun tous les jours. Bon, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Comme on a reconnu, il y avait quand même un manque de connaissance des activités de maintien. La fiabilité, c'est une affaire de maintenance. Moi, j'avais participé à élaborer les processus de maintenance à revoir il y a une douzaine d'années, puis il y a quelques années aussi. Fait que c'était mon nom qui sortait quand on parlait de processus de maintenance. Ça n'avait pas de bon sens. L'opération, pas besoin de PM, tu fais juste de nous arrêter. Ça sert à quoi, cette affaire-là? Les indices de performance étaient à la baisse. On avait déjà été bien meilleurs que ça. Trop de bris d'équipement, trop de délais, trop de panne, puis peu de reconnaissance du travail de la maintenance. Tu es là, puis tu es au service, puis that's it, puis c'était pas trop motivant, ou c'était moins motivant, je dirais, pour nos gens de maintenance. Et il y avait de la frustration des joueurs clés. Autant en production que maintenance, on ne parlait pas le même langage, on n'avait pas les mêmes objectifs, c'était pas facile. Puis l'approvisionnement aussi, ça c'est quelque chose des fois on oublie aussi dans tout ce contexte-là. Mais l'approvisionnement, fournir un gars de maintenance, un équipement arrêté, tout nettoyé, tout prêt de cadenasser, pas de pièces, ça n'aide pas à la crédibilité de tout le morceau. Tu sais. Fait qu'on vivait ça. Une fois qu'on reconnaît qu'il y a le problème, moi, comme chef d'entretien de fiabilité, j'avais comme ce rôle-là, puis là, je vois des indices à la baisse. C'est moi de mes gens qui regardent les indices. Fait que, tu sais, qu'est-ce que je fais? Puis je parlais à mon patron, puis c'était pas évident nécessairement d'allumer la chandelle. Il a fallu, en tout cas moi, attendre ou après plusieurs communications, attendre que le leadership de la direction soit là, puis qu'on veuille changer. Il y a eu des communications dans le temps avec Roger qui disait quand ils seront prêts, on va le faire. Puis on a attendu que nos directeurs respectifs soient prêts à dire « Hey, on a un problème, peut-être qu'on peut aller voir ailleurs, peut-être qu'on peut faire quelque chose, puis on va travailler ensemble. » Fait qu'il a fallu attendre le bon moment. Puis le bon moment,
parler de maintenance, fiabilité, puis avoir une table où les gens s'assoient puis ont le temps, bien, c'est ça. Fait qu'il fallait choisir un moment qu'il n'y avait pas de distraction. L'année précédente, une convention collective, 2 ans avant, des grands investissements. Fait que il faut que tu attendes le bon moment. C'est ce qu'on a fait. Depuis le milieu de l'année passée et cette année, c'est le bon moment pour se remettre en question et remettre les bonnes choses en place. Par où on a commencé? Benchmark dans d'autres usines, à l'interne. On a plusieurs autres usines au Canada et ailleurs. On a fait quelques usines et on en a fait aussi à l'externe. C'est bon de voir ailleurs ce qu'ils font, les approches différentes. Fait qu'on est allé en groupe là, d'une quinzaine de personnes, des gestionnaires surtout, pour essayer de comprendre c'est quoi les avantages d'une usine plus fiable, moins de panne, etc. Puis je le dis, puis des fois, ça peut sembler anodin, mais c'est drôle comment que ce renouveau-là fait du bien de temps en temps. Puis on a le choix de l'initiative. On avait eu plusieurs projets qu'on appelait fiabilité depuis 2000, là, des projets de fiabilité. Moi, j'étais le chef de fiabilité. Je voulais me dissocier de ça. Fait on avait eu gestion des actifs avec ce que la compagnie était Xstrata avant. On appelait ça gestion des actifs. Puis, il y a eu des ratés, comme l'histoire de toute entreprise. On a décidé de prendre excellence opérationnelle pour effacer un peu le mot fiabilité là, de tout ça, puis avoir un renouveau. Et un choix de modèle. Quelle va être l'approche? On parlait tantôt de communication. Oui, on avait ces interrogations-là. Comment tu assures les bonnes communications puis la prise en charge par les gens qui font le travail? Puis de l'aide externe. On n'est jamais prophète dans son pays, c'est ce qu'ils disent. Là. Fait que ça prend de l'aide externe pour passer souvent un message assez semblable, mais différent d'autres personnes, avec des exemples plus récents de l'extérieur. C'est ce qu'on a fait. Impliquer et rallier tous les niveaux. C'était ça le but. Notre plus gros problème, nous, c'était des problèmes de silos. Donc, pour rallier tous les niveaux, c'était pas juste que les 2 directeurs travaillaient ensemble, bien que ça aide, c'est le point de départ. Il fallait que ça descende aussi à tous les niveaux. Alors, on a décidé de prendre une implantation, c'est-à-dire par secteur de l'usine, des groupes pilotes, avec des représentants de tous les niveaux. Horaire jusqu'à directeur, soit directeur de maintenance, soit directeur de production, qui font partie de chacun des groupes, du travail de chacun des groupes, avec de la formation. On l'avait identifié. Les gens ne savent pas c'est quoi de la fiabilité, ils ne savent pas c'est quoi les activités préventives, prédictives, condition-based, etc. Ça prend de la formation. Il faut que les gens aient un langage commun. Puis, on a aussi identifié que le rôle des représentants, les gens qui participaient au groupe d'implantation, c'est eux qui auraient le mandat de communiquer à leurs collègues, parce que c'est pas toujours évident, surtout au départ, là, de perte de responsabilité, de peur, de crainte ou de désinformation. Fait que c'est les gens participants à chacun des groupes qui communiquent aux collègues comme tels. Puis, le déploiement pour les autres secteurs est fait en coaching par les gens du groupe pilote d'origine, toujours avec de l'aide. Et maintenant, c'est inclus dans tous les plans de performance. Tout le monde a une partie excellence opérationnelle. Et chez nous, ça va jusqu'aux 450 employés qui ont des plans de performance avec bonus variable. Et ça s'inclut aussi là-dedans. Ça aide à avoir un langage commun. Grandes étapes, la formation de la direction, directeur général, directeur chef dans une même salle. Puis, tu sais, c'était pas évident parce qu'au début, c'était 1 heure, on en a assez. On est directeur d'usine, tu sais, la fiabilité, ça prend quelques minutes de comprendre ce qui se passe avec ça. Mais on a quand même, pour des journées complètes, réussi à avoir le groupe au complet. Ça, c'était une grosse avancée, en tout cas, selon ce que j'ai vu dans le passé. Puis, on a couvert la fiabilité, les techniques de maintenance, pour vraiment comprendre l'impact de tout ça, avec un plan d'implantation. Après ça, on était prêt par la direction à faire un plan. C'est eux qui ont fait, les 2 directeurs, le plan d'implantation avec la séquence logique. Les ressources humaines, c'est un projet people. Chez nous, là, c'est des personnes. Les techniques, là, tout ça, on connaît pas mal tout ça. Ils ont implanté depuis longtemps. Mais comment le faire mieux ensemble? Fait que les ressources humaines ont eu beaucoup de leadership là-dedans, avec un plan de communication en impliquant les gens. Donc, après la première étape, la première chose, je vais passer la parole à mon collègue Simon, qui était la planification.
Ici, ça a été la première activité qu'on a faite à grand déploiement dans l'usine parce qu'on avait vraiment un gros bobo au niveau de la planification, au niveau de la production et de la maintenance. Bon, comme Yves l'a dit, il y avait des chicanes internes, puis on se le cache pas. Là. Nous autres, on représente les deux personnes qui représentaient là, le mal dans l'usine. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde est comme... ils croient même pas qu'on est là ensemble les deux, puis qu'on fait ça ensemble. C'est un message pour les gens de chez nous aussi. Oui. Fait qu'on s'est dit, OK, on va revoir la planification ensemble. Donc, un Kaizen. Le but de ça, c'était de revoir notre processus de gestion, les travaux planifiés. Là-dedans, on devait inclure des responsabilités pour la production, donc identifier les bons besoins, bien prioriser, les criticités aussi, très important, identifier les délais d'intervention, préparer les prochaines étapes. Fait que là, on parle d'appropriation dans chaque secteur, comment on va déployer ça partout dans l'usine, la qualité des demandes de travail. Tout ça, on a fait ça en réunissant un groupe de travail multidisciplinaire. Fait que là, on impliquait vraiment tout le monde, là, des superviseurs, production, maintenance électrique, mécanique, des planificateurs. Une bonne quinzaine de personnes à peu près là, qui ont participé à ça. 2 jours de formation préalable. Donc, c'est quoi les techniques de planification, fiabilité aussi, pour leur expliquer comment ça fonctionne, parce qu'il y avait des gens un peu moins familiers avec ça dans l'équipe. Ensuite, 5 jours de travail enfermés dans un local. On ne sort pas de là tant qu'on n'a pas réglé nos bobos. Puis, je vais vous le montrer avec la prochaine ici. On a un petit exemple. Là. Ça, c'est des photos vraiment de l'activité qu'on a faite. Qu'est-ce qui se passait? Comme exemple, ici, on a un superviseur de production. Il joue un petit peu le rôle d'un planificateur. Il regarde, il décortique les demandes de travail pour faire sa planification. Il ne comprend pas la demande. Ça, c'était vrai. Là. On a pris des vrais exemples. Puis, il ne comprend pas la demande, il ne sait pas ce qui se passe. On a un planificateur qui regarde ça. Lui, hey, ça fait combien d'années qu'il est là, cette demande-là? 2 ans? Comment ça? Qu'est-ce qu'elle fait là, la demande? Bon, des très bonnes questions qui sont sorties. La criticité, un coordonnateur qui demande, c'est-tu vraiment critique de faire ça? On peut-tu attendre? Ce qui était bien, c'est qu'à la fin de chaque journée, on faisait une mini présentation à un auditoire cible. Donc, les gens qui n'étaient pas impliqués là-dedans, mais qui vont faire partie du processus, ils venaient, joignaient pour 10 minutes, puis on leur expliquait qu'est-ce qu'on avait vu dans la journée, c'est quoi les décisions qui avaient été prises, puis la prochaine étape le lendemain. Fait qu'à tous les jours, un résumé. Puis je peux vous dire que ça emmenait des bonnes questions, la peur du changement. Puis là, je suis le planificateur qui, tout à coup, il laisse aller le backlog, puis coordonnateur, les autres coordonnateurs ou agents de changement qui, tout à coup, je vais être responsable de... Ça, c'était... Ça a été bon Il y a eu, de démontrer ce changement-là progressivement à travers 5 rencontres journalières là, de fin de journée. Là. Beaucoup de paradigmes qui ont dû tomber. Fait que les livrables qu'on a sortis de notre Kaizen, bien, un processus de maintenance amélioré. Les demandes de travail plus claires. On avait un template, on l'a amélioré, un template qui est général pour toute l'usine. Rencontres journalières, les filtres, on en a un peu parlé. À tous les jours, on a instauré une réunion. Il y avait déjà une réunion, mais on l'a juste amélioré. À tous les jours, les acteurs clés se rencontrent, superviseurs, mécaniques, électriques, avec le coordonnateur de production. On révise les jobs des dernières 24 heures, puis on les priorise. Identifier les délais d'intervention, c'est-tu selon l'État, c'est-tu critique, pas critique. Les avantages qui sont ressortis de ça, bien, c'est un processus commun pour tout le monde. On a vu un peu ici le tableau des criticités des équipements. Ça, il a fallu mettre ça clair pour tout le monde. Puis on les a revus aussi, les criticités dans l'usine. C'était bien important. Puis on parlait que le backlog appartient à la production, oui, mais à condition de respecter ce qui est écrit ici. Parce que c'est pas juste « Ah, j'ai envie d'avoir la job de fait », c'est « Pourquoi je veux la job de fait? Parce que ça va arrêter mon usine. » Puis on a vécu ça, c'était un peu la loi de la jungle chez nous, le plus fort qui gagne, puis à la grosseur que j'ai, on comprend c'était qui gagnait. Hein? Fait que là, à cette heure, c'est différent. Sans émotion, c'est ça ce qui est important. C'était beaucoup géré par les émotions. Moi, je la veux, ma job, puis moi, ça fait 30 ans que je suis ici, fait que c'est moi qui décide. Non, là, on se fie à la criticité des équipements, puis au délai aussi. Tu l'as vu dans 3 mois, la job, bien, on va pas te la faire la semaine prochaine. OK. On a aussi rajouté une rencontre hebdomadaire de revue un peu des KPI au niveau de la production et aussi de la maintenance.
Ça, c'est une nouvelle chose qui a été amenée. C'est géré par l'ingénieur de procédé. On se rencontre une fois par semaine, le lundi. Bon, c'est à partir des besoins de la production puis les performances des procédés. On révise ça. On va vérifier c'est quoi, on a-tu des bris d'équipement, les délais, les erreurs d'opération. On regarde à peu près 6-7 procédés critiques, 5 minutes chaque, puis seulement, ça a-tu marché, ça n'a pas marché, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer un exemple. Ici, on a un exemple d'un procédé. En vert, on a atteint nos objectifs, on est d'un critère. En rouge, on ne l'est pas. Bon, mais en rouge, pourquoi? Là, l'ingénieur de procédé, ce n'est pas lui qui répond aux questions. C'est le propriétaire ou le gars de maintenance, si jamais c'est des problèmes de maintenance. Mais il va falloir que le superviseur de production, il explique pourquoi que ça n'a pas marché, pourquoi il n'a pas atteint son objectif, puis qu'est-ce qu'on fait après. Là, on l'écrit. Bon, bien, on va faire telle action, puis ça va être fait pour telle date. Puis quand on se revoit après, ça a-t-il été fait? Oui, non. Fait que ça, on fait ça à chaque semaine, puis si jamais c'est vraiment critique, on le refait plus qu'une fois dans la semaine. L'important, c'est qu'on ait un plan d'action, puis que ce soit roulant, ça. On voit ici un exemple quand on le fait, c'est les gens qui sont là. On parle vraiment, là, on implique tout le monde, les mécaniques, électriques, coordonnateurs. Les chefs sont là, puis même les directeurs viennent assister. On a aussi fait un Kaizen pour l'approvisionnement. Bon, évidemment, comme partout, c'est un autre gros bobo qu'on avait. On planifie la job, les pièces ne sont pas arrivées, les pièces sont pas... il y a des pièces manquantes ou c'est pas du tout la bonne pièce. Fait que, un petit peu le même principe. On a réuni un groupe de travail multidisciplinaire. Il y avait un animateur externe qui était présent. 3 jours de travail consécutifs. Là, dans ce cas-là, c'était vraiment pour revoir les méthodes d'approvisionnement, revoir le kit-in, parce qu'on en avait un. Comment on dit ça en français, le kit-in? La préparation de job. Vous savez, c'est la quoi? mise en trousse, mais la préparation de job était faite dans les ateliers d'entretien. L'approvisionnement n'avait pas voulu prendre ça à travers les années. L'entretien, bien, puis on n'avait pas on avait beaucoup de livraisons partielles. Fait que c'était fait dans les secteurs d'entretien. Fait que là, tu as des hommes de métier qui préparent les kits, etc. Fait que ça demandait de l'espace, du temps, puis c'est difficile d'avoir 80 gars de maintenance très sensibles à tout ça, même si c'est eux qui payaient pour. Fait que, mais c'était fait dans les secteurs, puis on voyait plusieurs défauts. Puis ça fait des années qu'on repassait le processus, puis on mettait de l'emphase, plus d'audits, plus de formation, puis c'était moyen. On était encore... C'était pas complètement imparfait, mais c'était encore très moyen après 10-12 ans d'implantation. C'est ça. On voit encore ici un exemple là, durant le Kaizen. Beaucoup de questions. C'est quoi notre processus d'achat? Comment ça fonctionne vraiment? Il n'est pas très clair. Là, des petites questions. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment faire pour voir les BT sans les statuts H5. Moi, c'est des statuts qu'on a chez nous. Puis les gens qui ne comprenaient pas bien, la personne aux achats, ben c'est quoi les priorités? Tu veux-tu une commande externe, service de location? Fait qu'on a tout démystifié ça, clarifié ça. C'est dans ces rencontres-là que les gens réalisent approvisionnement, achat, production, maintenance, dire que, tu sais, ah non, tout le monde veut bien faire, veut faire la bonne affaire. C'est mal compris, mal connu par les autres joueurs. Fait que donc, c'est ça qui emmène, chez nous, là, qui emmène les frustrations, etc., de ne pas connaître c'est quoi les faiblesses, les difficultés, puis l'impact du travail ou du non-travail des autres là, sur les autres. Fait que ces rencontres-là ont eu beaucoup d'impact. Puis ça a été un des livrables aussi, encore là, fonctionnait beaucoup le magasin avec qui crie le plus fort, c'est qui a le plus de pouvoir pour appeler l'acheteur puis dire « Non, aujourd'hui, c'est ça que je veux, tu me travailles là-dessus, tu laisses l'autre de côté. » Bien, comment on fait pour éliminer ça? En linkant directement les demandes d'achat avec les demandes de travail et la criticité. Donc, la job A1, là, bien, c'est elle que l'acheteur il travaille en premier. C'est elle qui passe sa journée à commander la pièce pour que la semaine prochaine, quand on va la faire, tout soit déjà prêt. C'est pas l'autre qui appelle, puis « Ah, tu peux-tu me préparer ma job que j'ai dans un mois? » Fait que ça a été un des gros plus. Intégrer la mise en trousse qui était nos magasins. Bon, bien là, c'est vraiment le magasinier qui est responsable de bâtir son bac. Il a fini de le bâtir, met son scellé, puis après ça, ça s'en va au bout de l'entretien. Zone tampon aussi dans le magasin, là, parce qu'il y a des pièces qui arrivent de l'externe, ils n'arrivent pas toutes en même temps. Fait qu'il y a une zone tampon dans le magasin pour ces pièces-là, en attendant d'aller dans le kit-in.
aucune boîte qui quitte le magasin tant qu'elle n'est pas complète. Donc, les avantages, effort au bon endroit, au bon moment, meilleure communication, langage commun pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a mis comme indicateur clé de performance pour vérifier que ça fonctionne bien ça? Bien, on a le nombre de mises en trousse qu'on fait, les nombres d'urgence. Là, ici, on parle des livraisons en urgence. En théorie, on ne devrait pas avoir de livraison en urgence. Ça arrive, mais on ne devrait pas en avoir. Fait que, pas pour du planifié, en tout cas. C'est ça, on veut une baisse à ce niveau-là. Nombre de pièces retournées au magasin. Ça veut dire qu'on n'a pas fait un bon kit-in. Pourcentage de bacs livrés dans les délais, puis nombre de visites au magasin. On ne veut pas de visites au magasin durant les travaux. Fait que ça, c'est un indicateur. Oui, bien, le format, les boîtes, on a 3 formats de boîtes, un format de palette. Bon, il y a 1% qui sort de tous ces formats-là. Bon, on le gère à la pièce. Mais puis, on a instauré le tag coloré. On avait déjà des étiquettes en 4 portions. Donc, quand ça arrive à l'atelier, une fois préparé, c'est une boîte. Des fois, c'est 1, 2 ou 3 boîtes pour le même kit. Mais on va avoir l'étiquette. La portion rouge est enlevée par le magasinier. C'est sa preuve. Puis, il inscrit le numéro de commande de travail dessus. C'est sa preuve qui a été livrée. J'ai fait ma job, est rendue dans l'atelier. En jaune, bien, il y a un gars de métier, une demi-heure, 15 minutes selon les secteurs, un certain temps par jour pour regarder les nouveaux arrivages. Puis quand il voit un carton avec du jaune au bas, « Ah, j'ai une pièce. Est-ce que j'ai vraiment reçu la bonne pièce? » Fait qu'il coupe le tie wrap, puis il regarde dans la pièce, regarde avec la commande de travail, si c'est vraiment ça que j'ai besoin de faire la job, remet un tie wrap, il y a un nom plus français pour ça. Une attache, ben oui, une attache de plastique. Puis c'est ça, puis, il remet l'attache de plastique, enlève la portion jaune, donc la job est en vert, elle est prête à être réalisée comme telle, puis est entreposée dans l'atelier, prête à être effectuée. Une fois que la job est terminée, s'il y a des retours, on enlève le carton, la portion verte sur le carton en bleu, mais c'est signe quand le magasinier passera une fois ou deux par jour, ben, il voit il y a des cartons qui ont du bleu après, les ramène au magasin pour les retourner en stock. Bon, où on est rendu dans notre processus, bien, on est rendu à fiabilité par l'opération, qui débute d'ailleurs officiellement la semaine prochaine. Le but de ça, c'était vraiment implanter là, les KPI visuels pour ce qu'on a parlé, pour l'opération, des tournées, des suivis. Bon, comment on a fait ça, encore une fois, équipe multidisciplinaire. Là, on a vraiment pris des gens dans tous les secteurs. On leur a donné une formation, donc une vingtaine de personnes, formation de 2 jours. Puis la semaine prochaine, on a une session pratique. On se concentre sur un seul procédé, un des plus importants qu'on a. Puis c'est un des pires aussi, une vieille machine. Tu sais, on pogne quasiment le pire cas, puis on met tous les efforts dessus. On vise de 80% de réalisation là, en 5 jours, puis ensuite terminer ça, puis implanter ça at large dans toute l'usine. Qu'est-ce qu'on a eu comme premier signe à date depuis qu'on a commencé? Bien, les indicateurs clés de performance sont à la hausse. On voit ici un peu au niveau de la maintenance, les tâches ordonnancées complétées. Bien, on atteint notre niveau cible de 80% depuis qu'on a débuté. Au niveau des PM faits, on a une augmentation. On vise 100% évidemment, mais on voit très bien là, que depuis qu'on a commencé, on pogne le proche 90%. Fait qu'il y a vraiment une différence à ce niveau-là. Langage commun, ça, c'est vraiment un gros point qui est arrivé chez nous. Là, on comprend bien c'est quoi qui est critique. Tout le monde parle la même chose, autant en maintenance qu'en production. Compréhension, respect du rôle de chacun, les coordonnateurs de production, les planificateurs de maintenance. On sait ce qu'ils ont à faire, on connaît leur job, puis on le respecte. L'attitude positive des joueurs clés, ça aussi, écoutez, les chicanes sur le terrain, les engueulades, on n'en voit pratiquement plus. Là. Les gens, ils savent c'est quoi qui est critique, puis ils se comprennent. Clients satisfaits, ont les travaux critiques, puis reconnaissance de l'équipe de fiabilité. Ça aussi, on avait une bonne équipe de fiabilité, puis c'est plus elle qui allait chercher les troubles dans l'usine. Oui? Juste une question. Si tu avais donné un pourcentage à quoi vous attribuez les résultats, est-ce que la mobilisation des employés aurait un rôle aussi important quasiment que tout ce que vous avez mis en place comme processus? Je dirais
peut-être plus important l'implication des employés. Le fait d'avoir un langage commun, d'avoir plus de connaissances, de connaître le rôle de son collègue, mais en même temps, ça valorise le tien. Fait que les gens savent ce que tu fais. Oui, c'est la mobilisation qui a fait la grosse différence. Donc, comment on conserve ça dans le temps? Parce que les processus demeurent, ça, je comprends, mais comment tu conserves après ça, selon vous, cette mobilisation-là? Oui, il faut le documenter. On va y arriver là, dans quelques slides, là, mais dans quelques diapositives. Oui. Fait que les signes, on les voit. Les prochaines étapes, c'est là qu'on voit qu'est-ce qu'on va faire. Finaliser les actions, bien, des groupes de planification, groupes d'approvisionnement, on n'a pas complété encore. On a beaucoup de travaux à faire à ce niveau-là. Ça répond en partie à la question. Comment tu fais? Bien, on a dit qu'on faisait toutes ces actions-là. On va commencer par compléter toutes les actions. Ça aide. On va voir un peu plus tard pour les prochaines générations, qu'est-ce qu'on fait. C'est ça. Réaliser l'implantation de la fiabilité par les opérateurs. Bon, ça, c'est à compléter, mais on se donne l'année pour le faire. Ça, c'est un gros point qui va aider aussi, qui est difficile. C'est des gros changements, là. Il y a beaucoup de paradigmes là-dedans. Compléter la documentation, mise à jour des processus. C'est là un peu que le suivi va se faire, parce qu'il faut que ce soit écrit, il faut que ce soit documenté. La formation, on va avoir aussi une personne au niveau production, une personne au niveau maintenance pour les nouveaux joueurs qui vont arriver. Puis il y a un plan pour 2015 là, qui va suivre. Donc ça fait la formation par des gens à l'interne, avoir nos propres formateurs. Donc, on se prend en main. Aussi, ça fait partie des profils de formation des gens. Il va y avoir l'obligation d'avoir un séminaire d'excellence opérationnelle à l'arrivée des nouveaux employés, surtout des gestionnaires, naturellement. La fiabilité par l'opération, ça va être dans le plan d'action de la semaine prochaine. On avait ça dans nos manuels d'exploitation. Fait qu'un nouvel employé va recevoir la formation pour la fiabilité par l'opérateur. Fait que c'est comme ça ça devrait persister dans le temps. Comme Yves l'a parlé aussi, les plans de performance des employés, on n'a pas parlé beaucoup, mais ça va jusqu'au niveau syndiqué. Puis ça, on vise beaucoup là-dessus. Fait qu'à 2 fois par année minimum, on se revoit, puis bon, t'es-tu fait tes demandes de travail? T'es-tu bien faites? Chacun a ses propres plans de performance, puis c'est très axé sur la maintenance. Il y a une ligne qui a été page de fiabilité par les secteurs. Ben, si on regarde les opérateurs avec le multitude d'écrans, il y a toutes sortes de données. On faisait l'analogie tantôt avec l'auto, mais nos opérateurs voient toutes sortes d'informations, lesquelles sont vraiment les plus importants pour la fiabilité du procédé pendant qu'il est là, devant l'écran. On va instaurer cette année des pages regroupant en une page tous les indices les plus critiques, la température, où on a certaines données de vibration en continu que tu vas voir juste s'il y a une alarme à la page 83. Là, fait que sur une page, tous les indices de fiabilité, c'est quelque chose qu'on implante aussi cette année. Chaque opérateur devant un écran devrait avoir une de ces pages qui est fiabilité, d'un coup d'œil. C'est indicateur visuel, rouge c'est pas bon, vert c'est bon. Fait qu'en une seconde, il regarde ça puis il voit ça marche-tu, ça marche pas son procédé. Donc, ce que je comprends, c'est que la mobilisation va se transformer en un changement de culture éventuellement. Ah oui. C'est ça. Fait qu'une culture, ça ne change pas vraiment. Fais ce que tu fais, éventuellement, la culture va changer. C'est à ça qu'on croit. Ouais. Y a-t-il des questions? Oui? Pourquoi vous dites que vous avez commencé par le pire cas, votre pire procédé, le procédé le plus complexe? Bien, c'est le pire, mais c'est aussi le plus critique pour la production. Tu sais, cette machine-là, elle arrête, bien, dans pas long, tu as un arrêt de production. C'est directement lié au cash. Ma question, dans le fond, c'est pourquoi avoir choisi d'implanter ça, de tester ça, de mettre ça en place sur une ligne qui est critique? Par expérience, là, quand tu choisis le pire, si tu réussis à le faire là, tout le reste suit. En même temps, tu as le focus de la direction. La formation est fraîche en tête de tout le monde. Tu demandes de l'aide extérieure. Fait que là, tu mets de l'énergie, tu mets des dollars. Puis, si tu le fais sur quelque chose qui a de l'impact sur l'usine, ça va tout être plus facile après. Si tu réussis sur celui qui est facile, là, ça ne veut pas dire que tu vas réussir les autres. Fais le plus dur, là, puis après, le reste suit facilement. Puis le premier, c'est lui qui a le plus de ressources, de toute façon. Là, normalement, la direction, elle te donne de l'argent, elle te donne des ressources, fait que... C'est ça. Puis, c'est ça. Puis la défaillance n'est pas une option.
faut que ça marche. C'est ça. Fait que, puis le président du syndicat a été impliqué dans les rencontres, en formation, on l'a formé. L'exécutif syndical a eu... il y a des devoirs à faire là, avant de prendre ce risque-là, de prendre la pire cas. Mais c'est ça l'approche. On y va pas par le plus facile, on y va par le plus important. Fait que tu prêches par l'exemple en même temps. C'est quoi ma criticité? C'est quoi le délai que j'ai? Cette machine-là, notre machine à préparer les anodes, c'est le cœur de l'usine. C'est une vieille machine. Il y a 0 redondance. Il y en a juste une. C'est là que ça se passe. Il faut démontrer qu'on est en train de faire ce qu'on est en train de dire aussi. Là, vous avez parlé de plan de performance pour les employés. Oui. Ça fait... Ça fait plusieurs années que c'est débuté. Là, je dirais 7-8 ans, peut-être que c'est débuté. Ça fait 5 ans que c'est vraiment plus rationnel avec des indices précis. 4, là, santé, sécurité, travail d'équipe. Bon. Puis, et ça fait 2 ans que ça influence le bonus, donc les dollars aux employés. Donc, les employés syndiqués ont accès à une bonification. Oui, c'est ça. Oui, définitivement. C'est divisé performance en santé et sécurité, performance résultat financier de l'usine, coût unitaire. Donc, il est lié à quelque part le coût unitaire de chacun des livres de cuivre produites. Là. Ça c'est une portion de l'indice de performance des employés. Pensez-vous que vous auriez eu la même facilité à faire ces genres de processus-là de changement dans votre organisation sans cet apport-là dans votre objectif? Parce que je comprends que vous mettez dans les objectifs de vos employés. Oui. Bien, je pense que oui, parce que écoute, c'est touché pareil, cette affaire-là. Puis une grosse partie des plans de performance des employés, c'est sur la présence au travail, qui n'affecte pas du tout le processus, là. L'impact est là, mais sur le portefeuille, à ce niveau-là du projet, il est minime. Là, il est minime. Fait que non, ça n'a pas d'impact. Puis en même temps, bien, les dollars, quand tu reçois le chèque, ça te motive combien de jours? Ça, il y a toutes sortes de théories avec ça. Oui, c'est ça. C'est une performance individuelle de l'équipe? Individuelle. Oui, c'est ça. Ouais. Ce que j'aimerais savoir, c'est au niveau plus corporatif. Vous êtes en train de mettre une structure pour s'assurer que tout le monde est bien orienté. Mais y a-t-il des actions qui ont été entreprises pour s'assurer qu'au niveau corporatif, il n'y ait pas un peu une orientation qui vienne influencer ou si vous en avez? Oui, bien c'est ça. Là, ça fait juste quelques mois qu'on est devenu Glencore. Xstrata avant, c'est une approche complètement différente où Xstrata avait top-down des orientations de gestion des actifs très détaillées. Glencore, chaque usine est autonome. C'est comme ça. Fait que ça nous enlève cette inquiétude-là, je dirais. Là. Fait que la réponse, c'est un peu non. Moi, je dirais, on n'y a pas pensé longtemps parce que ça ne devrait pas arriver. Fait que c'est comme ça. Mais qui connaît complètement l'avenir. Oui. Votre département d'achat se rapporte à structure? Directeur de maintenance. Pas à moi, mais à mon patron. Donc, c'est un collègue. Oui. On parle de 6 fiabilistes, 4 employés, 2 ingénieurs. C'est quoi le rôle? Qu'est-ce qui diffère dans le rôle? Les 6 fiabilistes hommes de métier, là, ceux vont avoir plus du court terme comme projet. C'est-à-dire que chacun des 4 employés horaires, c'est plus ça ta question là, sur les employés horaires, il y a un tiers de court terme, qui peut varier, un tiers de moyen terme, long terme. Pour moi, long terme, là, c'est 3 mois là, pour un employé. Fait avec l'entretien prédictif, la vibration, ces choses-là, c'est eux qui sont spécialistes, lubrification, les techniques, ces choses-là. Eux vont faire de l'analyse d'alarme, par exemple. Ils vont regarder des systèmes quelques heures par semaine pour voir des alarmes puis aller investiguer. Ils vont recevoir des demandes à travers un des 2 cadres. Il va y avoir des commandes de travail qui vont arriver pour j'ai un problème récurrent sur telle affaire. Fait qu'il y a une portion d'analyse, contact avec les manufacturiers, que les
sans être réservé, qui va arriver plus souvent par les cadres, mais l'investigation en place va être faite par les fiabilistes, qui sont des mécaniciens, des électrotechniciens, qui peuvent démonter des choses, travailler avec les autres employés. Eux font beaucoup de formation aussi. On parlait de défaillance, mais il y a une bonne proportion plutôt, de défaillances qui viennent de l'acte de maintenance même. Fait que ça, on en a vu. Fait que quand on réalise ça, meilleure procédure, l'écriture de textes standards avec photos, etc., ces gens-là vont être soit des formateurs, soit le faire eux-mêmes pour bâtir ces procédures-là et aller former en chantier, faire des petites vidéos sur des ajustements spécifiques. C'est ce qu'ils font, ces gens-là. Mais toujours avec des commandes. Oui. L'analyse et la documentation des techniques prédictives. C'est ça. Une ou deux questions, commentaires. Dernière question, votre matrice de criticité et tout ça, j'ai entendu le délai que la production veut l'avoir. C'est tout ça ou c'est le délai que ça prend pour réparer? Ni un ni l'autre. Donc, c'est de ce matrice-là que tu parles. Fait que donc, les gens, une fois par matin, coordonnateur, agent de liaison, contremaître mécanique, électrique, regardent toutes les nouvelles demandes de travail planifiables. Okay, les urgences, c'est trop tard, roule. Fait qu'ils regardent ensemble, disent ça, j'ai besoin de ça dans quel ordre de grandeur. D'ici un mois, il faut le faire, 3 mois, 12 mois. Eux ciblent ça. Et selon la criticité de l'équipement, qui a déjà été... Nos 12 000 équipements ont tous une cote de criticité, bien, c'est la mathématique de ça qui vient donner une lettre. Nous, c'est des lettres ABC qui... La criticité n'est pas... C'est pas « je le veux ». Non. Ça va briser d'ici. À quel moment crois-tu que la défaillance va arriver? Fait que c'est ça qui nous a sorti du « je veux ma job », ça m'inquiète un peu. C'est pas ça. Puis, ça va briser dans 3 mois, mais ça n'a pas d'impact. Bien, c'est un F. Il va peut-être pas sortir d'ici là, mais il va briser dans 3 mois, il est coté C. Dans 3 mois, c'est sûr qu'il va être fait. C'est ça. Puis, on va se servir de ce qui a moins d'impact. Souvent, ce qui n'a pas d'impact, ça n'arrête pas les opérations. Fait que ça va servir de job au cours de la semaine pour remplir les espaces ou ces choses-là. Donc, on appelle ça job travaux d'opportunité chez nous. Fait que c'est ça qu'on va... Fait qu'il y en a toujours dans chaque équipe. On dit « Ah, j'ai plus l'équipement », parce que ça arrive à cause des opérations. Il y a des changements. On travaille avec des fournaises, des choses comme ça. Le temps d'une batch peut varier, là, tout ça. Fait que... Donc, on comprend que c'est pas « je veux », c'est « je dois ». C'est ça. C'est ça. C'est « je dois ». Dernière question ou commentaire? C'est clair? Vous avez été clair? Bonne note pour ça, messieurs. Merci. On a un dîner qui nous attend juste la salle adjacente. On avait 1 heure, je crois, de midi à 13h. On s'attend que les gens soient ici à 13h parce qu'on veut vraiment redébuter. Mon conférencier de 13h est arrivé, puis il est impatient de nous faire son speech. Mais je vous attends à 13h. Donnez-vous 3-4 minutes d'avance parce que j'aimerais qu'on puisse débuter à l'heure. Merci beaucoup.